Un débat à gauche, celui de la primaire de la Belle Alliance Populaire, eh bien c'était le débat de la finale, pour la finale dimanche, et de l'autre, eh bien une affaire, Penelope Gate, on appelle ça. C'est avec Pascal Cherki qu'on est ce matin, député du Parti Socialiste, et qui est un des soutiens les plus fervents de Benoît Hamon. Alors on va parler du Parti Socialiste et de la primaire, mais votre regard sur l'affaire des époux Fillon? Bon, c'est pas bon pour François Fillon, ça je ne vous le cacherai pas. Après, sur l'affaire elle-même, moi je ne me prononcerai pas. Je suis extrêmement prudent, j'ai été avocat de formation, donc tant que je n'ai pas accès aux pièces du dossier, et je n'ai pas à l'avoir, je le ferai. Je le ferai pas. Je dirais juste deux choses. Oui, dans cette affaire, il y a deux choses. Il y a une question morale. C'est-à-dire, est-ce qu'il est normal ou pas, ou bien, même s'il n'est pas illégal, d'employer un proche de sa famille? Non. D'ailleurs, le Parlement européen l'a fait. Donc il faut changer les règles en France? Il faut maintenant que l'Assemblée nationale change ses propres règles pour éviter l'accusation de népotisme. Mais si c'est pas l'épouse, un proche, un fils, ça peut être un ami proche. Et à ce moment-là, ça c'est autre chose. Vous pouvez très bien travailler avec des amis. Moi, oui, mais qui ne travaillent pas, en fait. Ah non, mais attendez, ça c'est la première chose. Qui vous embauchez? D'accord. Par rapport à l'accusation de népotisme. Après, deuxième élément, est-ce que la personne que vous embauchez travaille ou pas? Est-ce que c'est un emploi fictif? C'est là où vous risquez une qualification, je dirais, pénale d'emploi fictif, surtout quand vous êtes payé avec des fonds publics. Ouais. Bon, ce sont deux questions pour moi de nature différente. Voilà, j'en resterai là sur la question juridique. D'accord, très bien. Mais si on interdit à la famille de travailler, ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir emploi fictif quand même. Ah bah bien sûr, tous les emplois fictifs ne sont pas des emplois familiaux. Ça fait monter le Front National, ça? Je pense que ça ne fait pas du bien aux représentants politiques en général, voilà. Et moi, je ne veux pas jeter l'opprobre parce que nous n'avons pas toujours été, nous, blanc-bleu, dans notre famille politique, dans le passé. Même si là, ça atteint une personne qui est candidat à l'élection présidentielle, ce qui prend une autre ampleur. Voilà. Qu'est-ce qui a eu intérêt à faire fuiter ça? Parce que je crois que c'est comme ça par hasard. Hein. J'en sais rien, en tout cas, pas nous. Voilà. Pas vous? Non, parce que moi, nous souhaitons affronter François Fillon sur le fond. François Fillon n'est pas pour nous un ennemi, c'est un adversaire. D'accord. Et la démocratie a besoin de confrontation politique sur le fond. C'est entendu. Le débat d'hier? Écoutez, moi je pense que décevant ou au contraire non, moi je pense que c'était un bon débat, bien suivi, plus de 5,5 millions de téléspectateurs, ce qui est encourageant pour notre démocratie. Bon débat parce qu'on avait des projets différents. Alors il y a des points communs, heureusement, on est tous sont deux dirigeants de gauche. Pas beaucoup, hein. Mais des différences, mais ce qui est normal, puisque sinon, à quel intérêt de faire une primaire si les gens pensent la même chose? Est-ce que vous avez entendu Manuel Valls après le débat? Je crois que c'était ce matin chez nos confrères d'Europe 1. Je suis le candidat de la feuille de paie, il est malheureusement le candidat de la feuille d'impôt. Oui, enfin, ça, ce sont des... C'est rude, ça. Oui, mais ça, ce sont des formules, monsieur Terrard. C'est comme quand il dit « je suis le candidat de la valeur travail ». J'ai envie de lui dire « tu as plutôt été le Premier ministre de la valeur chômage ». Vous voyez donc, il faut qu'on sorte de ces petites phrases, de ces punchlines que vous aimez tant, et qu'on regarde le fond des projets. Alors, je ne vous demande pas qui a gagné, parce que je connais votre réponse. En revanche, on le verra dimanche. Est-ce que le Parti Socialiste a gagné dans cette histoire? Je pense que la gauche y a gagné. Nous sommes dans une période, en tout cas c'est nous l'analyse que nous en faisons, où les citoyennes et les citoyens ont besoin de se réapproprier le débat politique. D'ailleurs, il y a une repolitisation globale dans notre pays qui est une bonne chose. Vous le voyez à quoi, ça? Ah ben moi, je le vois au fait qu'on n'arrête pas de parler de politique. Et je le vois à plusieurs signes. La participation importante à la primaire de la droite. L'impact du Front National aujourd'hui. L'effet de notre primaire et la dynamique de notre primaire. Jean-Luc Mélenchon qui pour l'instant rassemble du monde dans des meetings et le phénomène Macron, voilà, donc tout ça participe d'une repolitisation globale de ce pays et ce n'est pas un mouvement propre à la France. Je veux dire, la campagne des élections présidentielles aux États-Unis a été d'une intensité qui n'avait jamais été atteinte avant dans une élection présidentielle. Comment vous ferez pour pas qu'il y ait de tripatouillage là au deuxième tour? On ne vous a pas entendu là-dessus, c'est bizarre. Il y a eu des erreurs. C'est parce que vous avez gagné? Non, c'est pas ça. Attendez, moi je ne suis pas membre du Comité national d'organisation des primaires. Ah oui, mais enfin là, ils sont... Et je ne suis pas membre de la haute autorité. On peut le dire, ils ont fait n'importe quoi. Non, mais ils ont dit n'importe quoi. Qu'il y a eu des bugs. Alors, je pense qu'il y a une communication désastreuse, ça je ne vous en cache pas, je m'en suis exprimé, je m'en suis entretenu avec le premier secrétaire qui l'a reconnu. Bon, qu'il y a eu des erreurs techniques sur la centralisation des résultats, sûrement. Mais il n'y a pas eu de la part d'aucun des candidats de contestation sur les résultats. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous-mêmes, on a nos bureaux tests, on a aussi nos militants qui tiennent les bureaux. Donc nous-mêmes, on fait une centralisation qui n'est pas aussi scientifique, entre guillemets, que la centralisation nationale. Mais les écarts ou les pourcentages correspondaient à la remontée du terrain. Donc voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de contestation de part et d'autre. Pascal Cherki, les yeux dans les yeux, vous croyez vraiment
que, bah oui, c'est présidentiel comme expression. Vous croyez vraiment que si Valls perd, il va rallier Hamon, si Hamon perd, il va rallier Valls? Mais c'est inimaginable, cette histoire. Monsieur Terrard, est-ce que vous croyez que si Juppé perdait, il allait rallier Fillon? Non, mais il a dit qu'il ne voterait... Enfin si, quand même, ils se sont serrés la main, et il a dit, bon... Donc ils serreront la main. Je veux dire, on ne va pas demander aux individus, qui sont des responsables politiques, d'abjurer, en quelque sorte, leurs orientations, leurs idées. Si par exemple Manuel Valls gagne, bon, je ne serai pas forcément d'accord avec tout ce qu'il raconte, mais il se passera deux choses. D'abord, le vote confère une légitimité, monsieur Terrard, qui est très important. Vox populi, vox dei. Bon. Et un dirigeant politique n'est pas un aristocrate de l'Ancien Régime qui pourrait avoir un statut et un poids supérieur à celui des citoyens. Donc ma voix, c'est une voix. Donc si le peuple de gauche vote, je m'incline devant le résultat. Si je perds, je soutiens loyalement le candidat qui a été désigné. Vous personnellement, vous allez... Bien sûr, et je ferai la campagne. Vous allez faire la campagne de Valls? Oui, je la ferai. Par devoir et par respect pour les Françaises et les Français de gauche qui seraient allés voter à cette primaire. Bon. Après, que je sois convaincu, surtout, c'est une évidence que non. Et je n'attends pas, moi, et nous n'attendons pas de Manuel Valls, demain, qu'il devienne idéologiquement d'accord avec Benoît Hamon. Bon. Mais ça a toujours été le lot. Je vais prendre un exemple. Quand François Mitterrand a été candidat en 1980 de sa famille politique, il n'y avait pas unanimité. Non pas forcément autour de la personne, mais autour de ses idées. Il y avait un personnage. En 1995, quand Lionel Jospin a gagné la désignation face à Henri Emmanuelli, il y avait eu l'affaire moi j'avais soutenu Henri Emmanuelli, mais j'ai fait campagne avec, y compris enthousiasme pour Lionel Jospin. En 2012, je n'étais pas forcément d'accord avec François Hollande, mais je l'ai soutenu, j'avais soutenu Martine Aubry. Mais on voit que ça c'est bien pour gagner le pouvoir, mais une fois que vous êtes au pouvoir, après c'est vrai pour la droite aussi. Bah c'est division, quoi. Mais monsieur Terrard, faisons attention à la manière dont on réfléchit. Parce que si on réfléchit comme ça veut dire qu'à ce moment-là, c'est l'idée même du pluralisme politique qui est remise en cause. Bon. Ah non, vous pouvez tous aller à la présidentielle, à ce moment-là. Non, bah oui, voilà, à ce moment-là... tous, mais... C'est l'extrême fragmentation. Bon. La question que vous posez est d'une autre nature, et je ne la pose pas dans l'espace interne de la primaire. Bon. La question va être après, pour la gauche, parce que pour l'instant, la gauche, elle est un peu fragmentée. Est-ce qu'il y a capacité ou non pour la gauche et les différentes composantes de la gauche de travailler ensemble à bâtir un programme, un contrat commun de gouvernement? Vous allez me dire oui. Je ne sais pas. En tout cas, nous allons y travailler parce que nous avons toujours considéré que ce n'est pas les égos qui primaient. Et d'ailleurs, je vais vous dire une chose, ça nous donne une certaine force, monsieur Terrard. Pourquoi? Parce que quand nous avons commencé cette élection présidentielle, tout le monde nous disait mais cette primaire, mais à quoi? Vous n'avez aucune chance, ça sert à rien, regardez. Vous croyez que vous avez une chance? Je vais y revenir, mais je voudrais juste pouvoir faire ma démonstration. Regardez Manuel Valls, regardez Arnaud Montebourg, puis regardez Mélenchon, Macron, etc. On a dit, écoutez, tout ça, je vais vous dire une chose, on n'y croit pas. Non pas que les personnes ne soient pas de qualité, mais en politique, la bataille présidentielle est une dynamique de conviction. Parce que les mécanismes d'affiliation politique, monsieur Terrard, ont profondément changé. Mais Mélenchon, il a des convictions. Oui, mais si je veux vous dire une chose, d'abord, les gens sont très réticents par rapport au sauveur suprême autoproclamé, ils n'y croient pas. Deuxièmement, les paroles verticales, les mécanismes d'affiliation, les paroles magistrales et verticales, ça ne fonctionne plus. Macron, c'est pas vertical. Ça ne fonctionne plus. Des personnes qui arrivent, qui disent « je suis la solution, je suis le recours, Macron, il dit vous. Suivez-moi ». Macron, il dit vous. D'accord. Donc, ce que les citoyennes et les citoyens vont vouloir, en tout cas à gauche, c'est notre culture, plus peut-être qu'à droite. En tout cas, c'est notre culture. Ils vont vouloir qu'on débatte du fond et qu'on propose des options et des solutions. Donc ça, on va discuter. Nous, on part sans a priori dans cette discussion. On a dit une chose. Toute personne qui se dit de gauche, eh ben on peut discuter avec. Alors, justement... Et c'est ça la clarification que doit faire Emmanuel Macron. Michel Sapin, ce matin, sur la chaîne parlementaire, Macron est un homme qui ne s'inscrit pas dans l'histoire de la gauche. C'est votre avis? C'est à Emmanuel Macron de le dire. Il y a une grande ambiguïté dans sa démarche. Je ne parle pas de l'homme. L'homme est très sympathique. Et au fond, je ne sais pas ce qu'il pense, monsieur Terrard. Voilà ce que je vais vous dire. Bon, donc c'est à lui de dire, mais c'est son affaire. Je ne vais pas attendre qu'il le dise. Et on ne va pas attendre de savoir ce que Emmanuel Macron pense pour avancer nos idées. Et c'est à lui de dire s'il se situe dans le camp de la gauche ou pas. Après, la manière d'être de gauche... Il ne le dira jamais. Après, la manière d'être de gauche, monsieur Terrard le regarde. Je veux dire, moi, je ne suis pas là. Ce n'est pas une secte. Bon. Mais je pense, moi, que cette tentative de vouloir réunir une partie de la gauche et une partie de la droite ne marche pas. Pourquoi? Parce que notre démocratie, elle est organisée autour, à un moment donné, de camps
symbolique. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas capable de dialoguer entre nous. Il y a Oui. des sujets sur lesquels on peut faire Oui. l'union nationale. Il y a des sujets sur lesquels il y a des zones de consensus. Par exemple, sur la politique étrangère, vous avez eu pendant longtemps un consensus en France. On était d'accord avec la politique arabe du général de Gaulle, avec le non-alignement sur les blocs. Bon, il y a des choses sur lesquelles on peut se mettre d'accord. Mais sinon, si vous n'avez pas ça, monsieur Terrard, si vous n'avez pas des alternatives qui s'organisent, qu'est-ce qui se passe après? C'est le vote vers les extrêmes. Alors, justement, bonne question. Bonne réponse pour une bonne question. Deuxième tour de la présidentielle début mai prochain. Macron-Fillon, vous votez qui? Je vous réponds à votre question, monsieur Terrard, si vous répondez à ma question. Deuxième tour de l'élection présidentielle. Hamon Le Pen, votez qui? Ah ben moi, je suis pas, moi je suis observateur. Moi. Mais Donc, je vote pas. Macron-Fillon, je vote Macron. D'accord. Mais posez la question à Emmanuel Macron, Hamon-Fillon, il vote quoi? Ah ben je sais pas, je vais lui poser la question. Posez la question. Je vais lui poser la question. Parce que À c'est votre une avis hypothèse beaucoup moins absurde À votre avis que la première. À votre avis Je pense qu'il votera Hamon. Il vote Hamon. Enfin, posez-lui la question. D'accord. On a remarqué quand même hier, pour conclure ce passage-là, quand même, que lors du débat, on pose la question à Benoît Hamon. Benoît Hamon, lui, il parle de Jean-Luc Mélenchon et il dit, bon, Macron, il est sympathique, il a des idées, mais c'est quand même pas tout à fait ma tasse de thé. On pose la même question à Valls. Valls, il dit, moi, bah, Macron, oui, il faut discuter avec lui, mais il parle pas de Mélenchon. Ça s'arrête à Hamon, précisément. Donc c'est quand même... Non, mais... Là, vous avez du mal quand même. Hein, Non, vous mais allez j'ai avoir pas du mal à vous réunir. Je Hein. suis le porte-parole de Benoît Hamon, je vous ai fait une réponse extrêmement claire. Si Emmanuel Macron s'inscrit dans l'espace politique de la gauche, nous discuterons avec lui. Mais attendez, pourquoi je dis... on a des accords avec Mélenchon, bien sûr. On a aussi des convergences, on les a listées sur la question écologique, la réflexion sur les institutions et autres. Bon. Sur Emmanuel Macron, et Benoît l'a dit très honnêtement, nous reconnaissons qu'il faut que nous discutions parce que sur les questions numériques. Mais attendez, je n'oublie pas une chose, monsieur Terrard. C'est quand même Emmanuel Macron a été l'inspirateur de la politique économique du gouvernement. Comme secrétaire général adjoint de l'Élysée, comme auteur intellectuel de la loi travail. Tout le monde a remarqué que la loi travail, c'était son idée. Donc, que nous ayons des clarifications politiques au sens noble du terme à avoir avec lui, c'est la moindre des choses. Et pas que nous, le peuple de gauche, monsieur Terrard, les Françaises et les Français. Deux, trois petites questions pour terminer. La primaire, le principe, est-ce que ça divise pas plus que ça ne rapproche ? Si on regarde un peu ce qui s'est passé à droite et à gauche. Je ne crois pas. Je pense que vous restez convaincu que c'est un bon principe, un bon système. Il n'y a pas de bon système dans l'absolu. Voilà. Quand vous êtes dans une situation... À l'exception de tous les autres. Quand vous êtes dans une situation où les partis politiques sont forts, où ce sont des intellectuels collectifs vivants, qui produisent des programmes, que finalement ils ne sont pas obsédés par la course à l'élection présidentielle, que les courants d'idées ne sont pas des écuries, alors à ce moment-là, les partis jouent leur rôle. C'était le cas des années 70-80. À partir du moment où vous avez eu affadissement du rôle des partis, déception de l'exercice du pouvoir, je dirais fractionnement de ceci, obsession présidentialiste des dirigeants politiques, alors oui, il est important de redonner le pouvoir de désignation et de choix directement aux citoyennes et aux citoyens. L'avenir du PS est en jeu ? Non. 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 Si Hamon gagne là, il change de premier secrétaire du PS ? Mais non. Attendez, si Benoît Hamon est désigné, notre objectif c'est de mener la campagne présidentielle, de convaincre une majorité de Françaises et de Français et de gouverner. Attendez, si on n'est pas au deuxième tour de l'élection présidentielle, il y aura une discussion collective sur les raisons d'un échec. Mais le PS n'est pas voué à mourir. Mais notre question à nous n'est pas le Parti socialiste. D'accord, j'ai compris. C'était le talk de Pascal Cherki, qui nous a dit que le Parti socialiste, eh bien, c'est pas l'heure du jour. Là, c'est la présidentielle avec Benoît Hamon. Votre pari sur votre pronostic sur le pourcentage ? J'en sais rien. Puis ce serait pas respectueux pour les gens qui vont voter. D'accord. Donc c'était son talk. Et maintenant, on va poser avec Mathilde Sirot vos questions, chers internautes. Bonjour Mathilde. Bonjour Yves Tréhard, bonjour Pascal Cherki. Bonjour Madame Sirot. Je vous pose une question tout d'abord d'un internaute un petit peu inquiet qui nous dit si jamais Hamon est président de la République en mai prochain, la dette va exploser, elle va atteindre 300 milliards d'euros. Comment est-ce que vous pouvez rassurer cet internaute ? Pourquoi il pense qu'elle va atteindre 300 milliards d'euros ? Il pense certainement au revenu universel qui est très coûteux. Mais dans sa version définitive. Ce que nous avons dit nous avons dit sur le revenu universel, c'est un processus. Voilà. Ce que nous ferons dans le quinquennat, c'est augmenter les minima sociaux de 10%,
le généraliser aux ayants droit qui aujourd'hui ne l'ont pas, et donc pour sortir de la grande pauvreté, une partie de nos concitoyens qui pourraient avoir droit aux minima sociaux qui n'ont pas droit, l'argent du CICE, parce qu'il faut le demander. Attendez, je vous dirai après sur le financement. Deuxième élément, de l'étendre aux jeunes. Bon. Et ce qui d'ailleurs, au passage, soulagera beaucoup de familles qui financent les études des jeunes entre 18 et 25 ans, et redonnera du pouvoir d'achat global aux familles. Bon. Donc, comment nous le finançons? Bon. Nous le finançons en partie en récupérant une partie des sommes qui ont été versées dans le cadre du CICE, ça nous le ferons. 45 milliards. Il y a une partie des allocations qui vont aussi être récupérées. Et la taxe robot. Un étudiant qui est boursier n'aura pas et une bourse et en même temps un revenu universel. Et la taxe robot. Donc oui, qui va monter en puissance. Les investisseurs vont tous suivre. Qui vont monter en puissance, mais non, pas du tout, Monsieur Terrard. Non. Pas du tout. Pourquoi on dit la taxe robot? C'est une question importante. Aujourd'hui, la protection sociale et son financement est assise sur la masse salariale. De moins en moins d'ailleurs, mais sur la masse salariale. Bon. Donc une entreprise qui a de la main-d'œuvre dans sa branche est extrêmement pénalisée, doublement par une entreprise qui fait le choix de la robotisation, qui paye moins de cotisations sociales et qui a un avantage de productivité. Et d'ailleurs, ce n'est pas qu'une idée de Benoît Hamon. Le Parlement européen a commencé à débattre de cette question-là et a voté le principe de demander à la Commission européenne de lancer un projet de directive sur la taxation des robots. Donc la question du financement de la protection sociale, on ne peut pas dire d'un côté, il faut alléger la pression sur la masse salariale, et puis à un moment donné, ne pas réfléchir aux ressources complémentaires, sinon vous le fiscalisez, ou alors vous n'avez plus de protection sociale, ou alors vous la fiscalisez, vous en basculez, ce qui est le projet de certains. Alors vous le financez comment, M. Terrard? Par les impôts, par la TVA? Alors, je peux vous dire que comme effet anti-économique, la hausse de la TVA, il n'y a pas mieux. Alors, une question, Une question à laquelle Benoît Hamon n'a pas très clairement répondu. Hier soir, c'était sur la question du partage du temps de travail, sur les 32 heures. Est-ce que s'il veut à terme passer aux 32 heures, on continuera à payer 35? Non, mais nous ne disons pas qu'il faut qu'il y ait une loi qui ramène la durée légale du travail à 32 heures. Aujourd'hui, elle est fixée à 35 heures, la durée légale. Donc, ce que vous faites en plus, ça devient des heures supplémentaires. Et donc, là-dessus, nous sommes pour les rémunérer correctement. Ça, c'est la première chose. Après, sans les défiscaliser. Sans les défiscaliser. Après, vous avez quoi? Vous avez aussi le fait que nous pensons que progressivement, il va y avoir des secteurs entiers où la somme de travail humain dans la production va se raréfier. Donc, si on veut réfléchir aux conditions modernes de ce qu'est le plein emploi du XXIe siècle, il faut qu'on se pose la question du partage du travail. Bon. Donc, il faut que ça se fasse sans perte de salaire pour les salariés. Bon. Donc, il peut y avoir des entreprises et des secteurs, Madame Sirot, où ils sont prêts à le faire. C'était d'ailleurs le pari de la loi de Robien. Bon. Donc, où ils sont prêts à le faire. Bon. Donc, il faut qu'on les accompagne et qu'on les aide. C'est en ce sens-là où nous voulons que l'outil fiscal en direction des entreprises soit vertueux. On est contre, on n'est pas contre aider les entreprises, on est contre les aider inconditionnellement. On a un crédit impôt recherche, enfin là, il faut aider la recherche, il faut aider l'investissement en le fléchant. On a des mécanismes, par exemple, d'amortissement fiscal différenciés par rapport à l'investissement, c'est important. Et on veut, nous, que ces sommes qui ont été données, ces 2 points de PIB, c'est une somme énorme, pas qu'une partie importante soit fléchée pour permettent d'accompagner l'indice, le mouvement, c'est pas nous qui le décrétons, le mouvement vers la réduction du temps de travail. Pas de réduction du salaire, mais une réduction du temps de travail. Oui, monsieur Tréhard, et non pas Terrard. Beaucoup de questions sur le rassemblement du Parti Socialiste. Est-ce que vous croyez vraiment qu'au lendemain de la victoire de Benoît Hamon dimanche soir, le PS se rassemblera comme un seul homme derrière lui? Comme un seul homme, non, mais pas plus que l'UMP s'est rassemblé comme un seul homme, enfin les Républicains derrière François Fillon, bien évidemment. Bon, pas plus qu'en 2012. Sauf qu'eux n'ont pas d'autre alternative. Attention, hein. Entre le vote Le Pen d'un côté et le vote pour d'autres de l'autre. C'est qui d'autres? Ça peut être si Bayrou est candidat, si d'autres sont candidats, attention. Hein. Macron? J'en sais rien, moi, s'il se dit de droite, il peut intéresser les électeurs de droite. Mais, qu'est-ce que vous avez pensé de cette campagne d'entre-deux tours? Ça a été quand même assez violent, non, entre votre candidat et Emmanuel Valls. Enfin, les attaques venaient surtout du côté des lieutenants d'Emmanuel Valls. Moi, je fais la différence entre l'homme et les entourages. Voilà. Je pense que Manuel Valls a affirmé ses différences et c'est normal. Je pense que son entourage ne lui a pas rendu service. Voilà. Bon, après... Alors que... Après, j'ai retrouvé dans le débat. Oui, mais nous sommes tenus. Vous êtes resté ce que vous étiez.
Oui, nous avons décidé, depuis le début, monsieur, nous avons décidé de ne pas faire campagne contre, mais pour. Nous avons défendu notre cohérence, nos convictions. D'aucuns diraient que stratégiquement, il vaut mieux qu'on s'intéresse à vous plutôt que vous parliez des autres. Bon, ça c'est une chose, mais surtout parce que nous pensions que nous n'avions qu'une chance de gagner, nous n'avions une chance de gagner, que si nous convainquions sur le fond. D'accord. Une dernière question, toujours en écho au débat d'hier soir. Pascal Cherki, do you speak English? My accent is very awful. I speak English almost fluently, but I'm a Frenchman, so I prefer to speak French. And Spanish? Entiendo un poco el español. No lo hablo mucho, bueno. Voilà, c'était le sourire. Et disculpe, no fala portugais. C'était le sourire de Pascal Cherki, chers internautes, pour vous, à la demande de Mathilde Sirot. Merci de vos questions, merci de ces réponses. Et à demain, et n'oubliez pas que dimanche, dans ce studio, et avec Mathilde dans les rues de Paris, eh bien, nous avons rendez-vous pour vous faire vivre justement le deuxième tour de cette primaire de la Belle Alliance Populaire qui oppose Manuel Valls au vainqueur de la semaine dernière, Benoît Hamon.